Salut, aujourd'hui dans Décodeur des maths, comment expliquer l'incompatibilité de la mécanique quantique avec la relativité générale? Pourquoi ces deux grandes théories de la physique, des théories fondamentales, sont incompatibles? Alors ça c'est la question du jour et ensemble moi et toi on va essayer de réfléchir sur ça et voir pourquoi les deux sont incompatibles. Alors, pour répondre à cette question, pourquoi la relativité générale est incompatible avec la mécanique quantique, il faut d'abord comprendre les bases de la relativité générale. Ce qui a conduit Einstein à parler d'un espace-temps courbé. Il faut d'abord comprendre pourquoi il a dit que l'espace doit être courbé. Voilà, pourquoi? Pourquoi l'espace doit être courbé? Bon, il ne s'est pas levé un jour dit l'espace soit courbe. Non, soit courbé. Il n'a pas dit ça. C'est à partir de réflexion qu'il a dit que l'espace doit être courbé. C'est pour cela qu'on voit tout ce qui se passe comme ça. Voilà. Et il a dit que l'espace est courbé. Je te dis, c'est pas du jour au lendemain. Ça a pris 10 ans, voilà, pour pouvoir faire la conception de sa théorie. Donc, c'est pas un jeu pour lui. Hein. 10 ans dans ta vie, c'est pas un jeu. Et donc c'est une théorie qui a fait des preuves, voilà. Et aujourd'hui, elle est incompatible avec la mécanique quantique. Malgré tous les efforts des scientifiques, on n'arrive pas à mettre les deux dans le même sac. Alors pourquoi? Pourtant, je t'ai dit que la théorie de la relativité générale, dans son domaine d'application, elle a montré ses preuves. La théorie de la mécanique quantique aussi, dans son domaine d'application, elle a montré ses preuves. Elle a fait beaucoup de prédictions. Aucune expérience n'a infirmé les prédictions de la mécanique quantique. Aucune expérience n'a infirmé les prédictions de la relativité générale, tu vois. Et donc, pour comprendre la relativité, pour comprendre pourquoi les deux sont incompatibles, il faut inspecter chacune de ces théories et toucher un petit domaine et voir ce que cette théorie dit. Donc, on va commencer avec les bases. On va voir ce que la relativité générale nous dit. Voilà, donc c'est ce qu'on va essayer de voir et dans un premier temps. Et essayer aussi d'aller voir ce que la mécanique quantique nous dit, ce qu'elle nous dit, et voir pourquoi elles sont incompatibles. Donc, ce que je veux faire, c'est que je vais rester sur le plan conceptuel. Je ne veux pas te parler ici du tenseur. Si je fais ça, je risque de faire couler ma sueur et la tienne. Ça, c'est pas un jeu. Ça risque de prendre des heures et des heures de la vidéo. Donc, c'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de rester sur le plan conceptuel. Parce que si on rentre sur le plan mathématique pour développer ici des calculs qui sont vraiment, je ne vais pas dire difficiles, ardus, bah, c'est pas difficile. Devant la complexité de notre cerveau, c'est pas difficile. Ça demande un minimum de niveau pour le faire. C'est pas difficile, tu peux le comprendre. Voilà. Donc notre cerveau est capable de faire des choses plus que ça. Donc c'est pas difficile, mais ça prend du temps. Voilà. Donc moi je vais rester sur le plan conceptuel. On va aller voir l'intuition, la vraie intuition qui a conduit Einstein à dire que l'espace doit être courbé. Cette vraie intuition, c'est ce qu'on va essayer de voir. C'est ce qu'on va essayer de voir et voir pourquoi. Si on prend cette intuition, les conclusions de cette intuition, et on prend la mécanique quantique où l'intuition ne marche plus, pourquoi on ne peut pas faire l'unification, les unifier pour fonder une théorie du tout? Pourquoi? Alors, la relativité générale commence avec ce qu'on appelle le principe d'équivalence. Le principe d'équivalence fort et autrement, je ne vais pas m'attarder sur ça, je vais faire le principe d'équivalence. Et donc, je commence avec Aristote le Grand, qui utilise toujours son intuition pour faire des formules mathématiques et ça ne marche pas comme ça en réalité. Donc, Aristote a dit qu'un corps lourd tombe plus vite qu'un corps léger. C'est ce que Aristote a dit et il n'a pas tort, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ce qu'il a dit, c'est vrai, mais tout simplement, c'est valable sur Terre, pas sur la Lune, parce que là-bas, il n'y a pas d'atmosphère. Donc, Aristote, il n'a pas menti, il a raison. Ce qu'il a vu, c'est vrai. Sur Terre, un corps lourd tombe plus vite qu'un corps léger. C'est vrai. Mais pour faire une théorie, il faut dépasser cette intuition. Il faut avoir des visions au-delà de l'intuition. Et c'est ce que Newton a fait. À Newton, j'ai fait une vidéo, si tu veux, tu peux aller voir dans la liste de mes vidéos où je parle de la loi de Newton. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ça. Donc, Newton a expliqué que ce que Aristote a dit, c'est Galilée d'abord, Galilée qui a montré que ce que Aristote a dit là, c'est pas vrai. C'est vrai seulement sur Terre, mais c'est pas une loi.
Voilà, c'est vrai sur Terre à cause des frottements qui ralentissent les objets. Donc, Galilée a dit que tous les objets vont tomber à la même vitesse. Voilà, Galilée, c'est ce qu'il dit. Tous les objets vont tomber à la même vitesse. Voilà, ça ne dépend pas du... Quelle que soit la masse, ça ne dépend pas de la masse. Voilà, tous les objets tombent à la même vitesse. Et maintenant, Newton, vraiment, qui a pris l'héritage de Galilée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a établi une loi. Pour moi je me dis toujours, vraiment, l'équation établie par Newton, c'est une équation fondamentale. Elle est comme ce que E égale mc au carré est pour l'énergie. Elle décrit la dynamique, c'est-à-dire E égale mc au carré décrit un lien entre masse et énergie. La loi de Newton décrit le lien qui est là entre force et mouvement. C'est une loi de dynamique. Voilà, comment les corps vont bouger, c'est ce que la loi de Newton nous décrit. Alors, si on prend la loi de Newton qui nous dit que la somme des forces extérieures, ça fait la masse fois l'accélération. Et on prend le poids d'un objet sur Terre qui nous dit que le poids P, ça fait aussi la masse fois l'accélération de la pesanteur. Je précise ici, je dois mettre MI. Et ici, je dois mettre peut-être un M petit g comme ça. Voilà. Ça, c'est la masse inertielle. Et ça, c'est la masse inerte et masse gravitationnelle, je veux dire. Ça, c'est la masse gravitationnelle ou encore masse pesante. Et ça, c'est la masse... Et donc, maintenant, si je prends l'objet, j'abandonne l'objet subit la force gravitationnelle de Newton. Si j'égalise les deux forces, je trouve que l'accélération A de l'objet, c'est égal à la masse gravitationnelle sur masse inertielle fois G. C'est ce que je trouve. Fois G, l'accélération de la pesanteur. Donc, mais par chance, par miracle, bon, pas par chance, il n'y a pas de miracle en physique, on trouve que le rapport mg sur mi, c'est presque égal à 1. C'est égal à quasiment 1. Donc, on trouve que A, c'est égal à G. C'est égal à G. C'est égal à G. Et ça va conduire à Einstein à faire la théorie de la relativité générale qu'il a pris 10 ans. Parce que lui, il a compris que derrière ça se cache une autre compréhension très importante. Ce qu'on va essayer de fleurer ici, de voir ce que ça veut dire en quelque sorte. Donc ça, c'est le principe d'équivalence. On va essayer de voir ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire. Parce que Einstein, il a compris que ça dépasse. Ce qui est là, c'est pas une force. Pour lui, c'est pas une force ce qui est là. Donc on va essayer d'effleurer un peu cette partie, de voir pourquoi la compréhension d'Einstein est incompatible avec la mécanique quantique. Pourquoi la relativité générale est incompatible avec la mécanique quantique. Donc il faut d'abord comprendre ce que ça veut dire un peu. Donc A c'est égal à G, ce qu'on a trouvé. A c'est égal à G. Et ça veut dire que tous les objets, si je les laisse à une même altitude, vont tomber à la même vitesse. C'est ce que ça veut dire. Et ça, comment Einstein va interpréter ça? Il va interpréter ça en disant que si je prends la Terre, si les objets, ça veut dire que si les objets tombent à la même vitesse, pour lui, ça ne veut pas dire que c'est les objets qui tombent, c'est plutôt la Terre qui accélère. Bon, je crois que j'ai déjà fait une vidéo sur ça. C'est la Terre qui accélère G. A égale G, l'accélération de l'objet c'est égal à l'accélération de la pesanteur. Einstein réinterprète ça autrement à partir de la compréhension de A égale G. Il réinterprète ça autrement. Il dit, au lieu de dire que les objets tombent, on va considérer que c'est la Terre qui enfle, qui va enfler et rejoindre les objets. Donc la Terre maintenant, c'est-à-dire que la Terre est en train de gonfler, voilà. C'est ça qui représente les accélérations qui sont là. La Terre est en train de gonfler pour rejoindre les objets. Je crois que j'ai déjà fait une vidéo sur ça où je dis que moi je ne suis pas d'accord avec cette interprétation parce que c'est trop bizarre, c'est pas élégant. Donc c'est ce que j'ai dit. Donc, mais ici c'est pas ça. Ici je vais expliquer ce que Einstein a dit, ce que lui il a dit. Ça c'est le but de ma vidéo. Donc ici on a A égale G, vous voyez. Donc ça dit que c'est la Terre qui s'explose. Elle s'explose pour rejoindre les objets. Mais comme on ne constate pas cette explosion de la Terre, il dit qu'il y a un tissu qui est là, qu'on appelle le tissu de l'espace-temps, qui revient, qui appuie la Terre, qui empêche le noyau là qui est là, le noyau qui est fait de certains matériaux, de la chaleur et autres, qui empêche ce noyau là de provoquer l'explosion de la Terre. Donc on a l'espace-temps qui compresse, voilà, je ne sais pas comment le dire, qui appuie la Terre et empêche l'explosion de la Terre. Sinon la Terre devait en même temps s'exploser comme ça, voilà.
Donc, A égale G revient à dire que la surface de la Terre accélère avec une accélération G. Donc, revient à dire le fait que les objets tombent à la même vitesse, c'est pas que les objets tombent, c'est plutôt que la Terre rejoint les objets. Et la Terre rejoint les objets, comment on interprète ça? On dit qu'il y a une courbure qui vient. Voilà, il y a un espace-temps courbe qui vient, qui fait que les objets tombent comme ça. Alors, je résume. A égale G revient à dire que la surface de la Terre accélère avec une accélération G. Et dire que la surface de la Terre accélère avec une accélération G, c'est dire qu'il y a une courbure qui est là, un espace qui est courbé. Donc A égale G, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'espace-temps est courbé. C'est ce que ça veut dire pour Einstein. Donc, il a compris que si on laisse deux objets, c'est la Terre qui les rejoint. Il a compris ça. Donc, il va aller chercher maintenant des outils mathématiques parce que ça ne suffit pas de comprendre, il faut modéliser ça. Pour modéliser sa pensée en mathématiques, en langage mathématique, c'est ce qu'il va faire. Et là, on a dit ici que A égale G. Et après 10 ans de recherche acharnée, il va amener ce qu'on appelle l'équation d'Einstein. Elle est belle, l'équation. L'équation d'Einstein qui dit que G mu nu, bon, souvent moi je lis ça V parce que ça ressemble beaucoup à V. G mu nu égale 8 pi G sur C puissance 4 T mu nu. Ah, je précise encore que le but de la vidéo, c'est pas de parler de ça. Parce que parler de ça, c'est pas un jeu. Voilà. Ça risque de rendre la vidéo ennuyeuse. Ça risque de faire couler moi, ma soeur, et toi, ta soeur, parce que ça va prendre des heures et c'est pas un jeu. Voilà. Je dis pas qu'on ne peut pas comprendre. Certes, on peut comprendre, mais c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est de rester sur le plan conceptuel pour comprendre les choses. Ça, c'est très important pour lui. Ça montre comment la matière va déformer l'espace-temps. Ça, c'est ce qu'on appelle tenseur énergie-impulsion. Et ça, c'est la géométrie. Et ça, maintenant, c'est 8 pi G sur puissance 4, c'est tout simplement une constante. Le grand G représente la constante de Newton. Voilà. Donc, ici, on va garder ça. Parce que ça, comprendre ça pour Einstein, c'est l'aboutissement. Comme il a compris ça, voici là où il a abouti. Il a abouti ici. La conclusion qui montre comment la masse va déformer l'espace, qui montre la géométrie qui est là. Et c'est pour cela que je dis qu'en géométrie de Einstein, la notion de vecteur est complètement bouleversée. Alors, pourquoi c'est bouleversé? Parce que je veux parler d'un vecteur. Si je prends une droite, il y a un vecteur qui va diriger cette droite. Et maintenant, si l'espace est courbé, ça veut dire qu'il n'y a plus de droite. Donc, je ne peux pas dire que voici, c'est ce vecteur-là qui dirige l'espace qui est courbé comme ça. Il n'y en a plus. Il faut donner une nouvelle interprétation au vecteur. Voilà. Donc, excusez, je n'avais pas constaté qu'on ne voyait pas cette partie. Donc, je dis que G mu nu égale 8 pi G sur C puissance 4 T mu nu. Et T mu nu, ça est tension, énergie, impulsion. Voilà. G mu nu, c'est géométrie. 8 pi G sur C puissance 4, c'est tout simplement une constante. G, constante gravitationnelle de Newton. Et le but, ce n'est pas de développer ça. Parce que ce n'est pas facile de développer ça. Ça risque de remplir tout le tableau comme ça. Voilà. Donc, on va rester sur le plan conceptuel. On ne va pas parler de tenseur ici. Et l'accélération A c'est égal à G et G mu nu égale 8 pi G sur puissance 4 T mu nu. Et ça marche à l'échelle de l'infiniment grand. Mais si on part à l'échelle de l'infiniment petit, ça ne marche plus. Et on va essayer de voir pourquoi. Parce que ce que je veux te dire, c'est que chaque jour, chaque 24 heures, il y a des milliers de scientifiques qui écrivent sur une théorie de la gravitation quantique en voulant fusionner la relativité générale avec la mécanique quantique et ça ne marche pas. C'est-à-dire que ça ne marche pas. On ne sait pas comment se comporte la gravitation à l'échelle quantique. On n'a aucune idée sur ça. Ça ne marche pas. Il y a la théorie quantique à boucles qui dit que peut-être que l'espace est fait de petits boucles qui sont enchevêtrés entre eux. Peu importe, voilà. Donc, G mu nu égale 8 pi G sur puissance 4 T mu nu, A égale G. C'est ce qu'on va garder d'abord et on va aller inspecter la mécanique quantique et voir pourquoi les deux sont incompatibles. Pourquoi H bar ne veut pas se fusionner avec ça. Pourquoi? Donc, c'est ce qu'on va voir. Oui, c'est ce que nous allons voir. Alors, maintenant, on entame avec le monde de la mécanique quantique. Le monde de la mécanique quantique, il y a beaucoup d'équations. Voilà. Et il n'y a pas une équation de gravitation. Une équation qui montre la gravitation à l'échelle quantique. Il n'y a pas cette équation.
Si on parle du monde de mécanique quantique, souvent j'entends parler du monde de l'infiniment petit. C'est vrai que c'est le monde de l'infiniment petit, mais c'est le monde du réel. Pourquoi moi je dis que c'est le monde du réel? Parce que tout ce qui est là est constitué de l'infiniment petit. On ne devrait même pas vouloir trouver une théorie qui va décrire l'infiniment grand. Ce qu'on devrait trouver, c'est une théorie qui va décrire l'infiniment petit. Et cette théorie de l'infiniment petit, si on fait maintenant, on commence à monter, ça va s'adhérer avec la théorie de l'infiniment grand. C'est ce qu'on devrait faire. On ne devrait pas en même temps observer le soleil pour donner une équation. Non, non. On devrait voir de quoi est construit le soleil pour donner une équation. Bref, je m'arrête là, je parle de la mécanique quantique. Alors, dans la mécanique quantique, il y a beaucoup d'équations. Et l'équation que moi, je crois qu'elle est célèbre, c'est l'équation de Schrödinger, qui décrit voilà, la fonction l'un et autres. Voilà, l'équation de Schrödinger. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des expériences des fans de Jung, voilà, qui montrent que la lumière est une onde. Si on fait les expériences de fans de Jung, on trouve que la lumière est une onde. Voilà, on va envoyer de la lumière parce qu'à l'époque, il y avait Newton qui défendait que la lumière est faite de corpuscules et Jung qui a fait l'expérience pour montrer que la lumière est faite d'ondes. Voilà. Et on a utilisé seulement une plaque opaque. On a envoyé de la lumière, on va avoir des interférences, on va créer des franges d'interférence. On va voir voilà, que la lumière c'est une onde. Et cependant, la chose qui a vraiment et qui est stupéfiante, c'est que si vous prenez aussi l'électron et que vous faites la même expérience, on s'aperçoit que l'électron donc, dans le monde de la mécanique quantique, on a une incertitude. Les équations de la mécanique quantique même, ce ne sont pas des équations qui parlent de gravitation quantique. Il n'y a aucune équation même qui essaie de parler de ce qu'on appelle une gravitation en mécanique quantique. Non, non. La seule théorie de gravitation qu'on a, c'est celle d'Einstein, qui montre comment la masse déforme l'espace-temps. Et pourquoi cette théorie d'Einstein ne montre pas comment l'électron va déformer l'espace-temps? Alors, les deux sont incompatibles tout simplement parce que la relativité générale ne sait même pas que l'infiniment petit existe. Et l'infiniment petit ne sait même pas que l'infiniment grand existe. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas l'infiniment petit, il n'y a pas l'infiniment grand. L'infiniment petit ne sait pas que l'infiniment grand existe. L'infiniment grand ne sait pas que l'infiniment petit existe. Ce que je veux te dire, c'est qu'il n'y a pas d'infiniment petit, il n'y a pas d'infiniment grand. Ce qui existe, ce sont des atomes qui vont se constituer pour donner tous les planètes, tout ce que tu vois. Donc pourquoi la relativité générale est incompatible avec la mécanique quantique? Tout simplement parce que cette théorie-là, je ne veux pas dire qu'elle est fausse. Je ne dis pas qu'elle est fausse, mais il y a quelque chose qu'elle n'a pas pris en compte. Et ce qu'elle n'a pas pris en compte, c'est que l'espace vide n'est pas vide. L'espace vide est rempli d'un certain flux phi, un flux peut-être d'éther dont on ne sait pas. Mais je suis persuadé que l'espace vide n'est pas vide. Et le jour que les physiciens vont introduire l'éther ou ne serait-ce que quoi que ce soit, vont introduire un flux, ils vont pouvoir unifier les deux. Parce que si tu regardes ici, si tu regardes ça, ça te dit que c'est pas facile de déformer l'espace-temps. L'espace est tellement rigide que ce n'est pas donné à n'importe qui de le déformer. Un électron ne peut pas déformer l'espace-temps. Dans cette équation-là, l'électron n'a pas de place. L'électron n'a pas de place. Le proton n'a pas de place. Leur masse est vraiment négligeable. Donc, ils n'ont pas de place. Cette équation traite d'un monde de l'infiniment grand, des astéroïdes et autres. Voilà. Et la mécanique quantique traite d'un monde d'un monde de l'infiniment petit, d'un électron en mouvement, d'une fonction d'une autre. Donc les deux sont incompatibles tout simplement parce que dans l'équation d'Einstein là, l'infiniment petit même n'existe même pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'infiniment petit, tu vois. Et dans l'infiniment petit aussi, l'équation d'Einstein n'existe pas. Dans l'infiniment grand, l'infiniment petit n'existe pas. Dans l'infiniment petit, l'infiniment grand n'existe pas. Donc vous voyez, c'est ça le problème. Parce que ici, ça nous dit que pour déformer l'espace-temps, ce n'est pas un jeu. Voilà, moi par exemple, je ne peux pas déformer l'espace-temps autant. C'est ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que l'espace-temps est tellement rigide. Donc on a modifié cette équation pour que l'espace-temps soit beaucoup élastique. Bon, ça ne se passe pas comme ça. On ne peut pas faire ça. Donc pour cela que la théorie quantique a beaucoup développé par un physicien que j'ai oublié son nom.
c'est Carlo, quoi, mais je me rappelle plus de son nom, qui dit que l'espace en infiniment petit peut être un enchevêtrement de petits boucles, voilà, qui sont des petits boucles qui vont s'accrocher pour faire l'espace en infiniment grand qu'on voit qui est lisse, alors qu'à l'infiniment petit, l'espace n'est pas lisse. C'est fait des petits boucles qui sont enchevêtrés entre eux. Mais tout ça, ces théories ne peuvent pas prédire beaucoup de choses. Parce que moi, je dis qu'une théorie qui va fusionner les deux là, qui va pouvoir modifier un peu la relativité générale, apporter quelque chose, pour qu'on puisse fusionner les deux, elle va faire beaucoup de prédictions, cette théorie. Tellement de prédictions. Et la fusion, ça va même pas être difficile. Donc la relativité générale est incompatible avec la mécanique quantique parce que l'infiniment grand et l'infiniment petit n'existent pas. Il n'y a aucune différence entre les deux. C'est ce qu'on devrait savoir. Et ce qu'on devrait savoir aussi, c'est que pour fusionner les deux, il faut introduire ce que moi j'appelle le flux phi de l'espace. Le flux phi, c'est-à-dire quelque chose qui est là, c'est-à-dire que l'espace vide n'est pas vide. Toujours je soutiens cette idée-là, que l'espace vide n'est pas vide. Donc, ça, tu vois que je n'ai pas parlé beaucoup de mécanique quantique, parce que si tu regardes dans les équations de la mécanique quantique, il n'y a aucune équation qu'on peut utiliser pour approximer la gravitation quantique. Donc, à plus pour de nouvelles vidéos.